Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info. La 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, s'est tenue du 28 au 30 août dernier à Yokohama, au Japon. Mais l'Afrique participe à plusieurs rendez-vous de ce type, notamment avec la République populaire de Chine, l'Inde, la Russie, la France. Qu'apportent concrètement ces rendez-vous au continent? Nous en parlerons dans cette émission. Mais avant, Périscope fait une halte sur la fièvre xénophobe qui s'est à nouveau emparée de l'Afrique du Sud, une situation préoccupante qui appelle des réponses hardies. Pendant ce temps, le procès du putsch de septembre 2015 au Burkina a livré son verdict le 2 septembre dernier à Ouagadougou. Quelles leçons et quelles perspectives pour le pays? Voilà pour le menu de cette émission qui reçoit pour vous aujourd'hui François Oubida. Il est ancien ambassadeur du Burkina au Japon. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Également sur le plateau de Périscope ce soir, et c'est un invité, et c'est un habitué, Raymond Edouard Ouedraogo, ancien ambassadeur du Burkina au Japon lui aussi, puis en Chine. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, je considère que chaque fois que je reviens sur ce plateau, c'est un retour dans la maison. Tout à fait. Pour ne pas dire à la maison. C'est un retour à la fois dans la maison et à la maison. Journaliste de son état, sorti des moules du Centre d'études supérieures des techniques de l'information, CESTI, de Dakar, au Sénégal, Raymond Edouard Ouedraogo a fait ses premiers pas professionnels à la radiodiffusion voltaïque avant d'être affecté à la télévision où il s'est affirmé tour à tour comme reporter, monteur, rédacteur et présentateur. Ancien ministre, ancien ambassadeur, mais également ancien gouverneur, vous jouissez désormais, Raymond Edouard Ouedraogo, d'une retraite paisible, même si vous demeurez journaliste à vie. Ce beau métier qui, pour vous, vous le dites, et je le cite, est le seul où l'on meurt jeune, à 105 ans, voire davantage, fin de citation. Si la retraite au Burkina, on peut la considérer comme paisible. Et là-dessus, vous persistez et vous signez. Ah oui, je persiste et je signe. Je suis à la retraite, voilà, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà. Lui, il est diplômé, formé à l'École nationale d'administration et de magistrature de Ouagadougou. C'est François Oubida qui est intégré au ministère burkinabé des Affaires étrangères en 1982. Après diverses affectations à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, il est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès du Japon, de la République de Corée, de la République des Philippines, de Singapour, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et des États indépendants du Pacifique, avec résidence à Tokyo, poste qu'il occupe de 2011 à 2017. Il préside aussi, François Oubida, aux destinées du comité du TICAD, du comité TICAD du groupe des ambassadeurs africains accrédités au Japon de 2014 à 2017. Aujourd'hui, François Oubida est donc admis à la retraite et il dirige la Société Générale de Conseil, Négoce et Commerce, SGCMC, dont il est l'un des cofondateurs. Alors, François Oubida, de la diplomatie au commerce, la conversion a-t-elle été facile? Pas du tout aisé, pas du tout aisé. Je crois que je suis sur un chantier que je n'ai jamais visité et je dois donc faire mes premiers pas comme un bébé qui apprend à marcher et certainement avec l'appui des aînés qui ont beaucoup plus d'expérience en la matière. Mais bon, en fait, je pense trouver ma voie dans la retraite. Trouver la voie dans la retraite, dans le business, ce n'est pas plus mal. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. C'est avec plaisir et j'espère qu'il est partagé que je vous retrouve pour le 82e numéro de votre émission Périscope. Ouvert le 27 février 2018, le procès du putsch perpétré à la mi-septembre 2015 par le Conseil national pour la démocratie a connu son épilogue le 2 septembre dernier. Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, considérés comme les cerveaux de ce coup d'État, écopent respectivement de 20 ans et de 10 ans de prison ferme. Tout d'abord, que retenez-vous globalement de ce procès qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive? Raymond Edouard Ouedraogo. Vous allez peut-être me permettre de me féliciter de ce que, par votre entre-gens, j'ai vraiment le plaisir de retrouver mon cadet et ami, l'ambassadeur François Oubida, qui m'a remplacé au Japon, après je crois une bonne dizaine d'années
d'absence burkinabé, mais que je n'ai pas eu l'occasion de voir depuis cette époque. Et à son départ et à son arrivée. Vraiment, je vous remercie de m'offrir cette opportunité. C'est aussi cela, Périscope. Mais bien sûr. Alors, mais vous parlez de ce qui vient de se produire. Je n'irai même pas sur le contenu du verdict. Je dois considérer seulement que le fait même que ce procès ait pu se tenir constitue quand même quelque chose de bien pour ce peuple. Et qu'à partir du verdict qui a été donc rendu par la justice militaire, que l'on soit d'accord ou que l'on ne soit pas d'accord, il y a un point, un dénominateur commun que les Burkinabés retrouvent dans leur entièreté, c'est que normalement, je dis bien normalement, plus rien ne devrait être comme avant. Mais ça fait longtemps que plus rien ne sera comme avant, Raymond Edouard Ouedraogo. Oui, mais vous savez que je ne suis pas l'inspirateur de ce slogan, puisqu'aujourd'hui je touche du bois et je me rends compte que sur pas mal de choses, on ne peut pas dire que plus rien ne sera comme avant, comme on le disait à l'époque. Il y a des pans de notre vie de tous les jours où les choses sont même pires qu'avant. Sont pires qu'avant. Alors, François Oubida, comment jugez-vous globalement donc, l'épisode de ce procès? D'accord, permettez-moi de dire à mon cher aîné que, faute de l'avoir vu, nous avons vécu avec lui parce qu'on était sur... ses pas étaient encore visibles au niveau du Japon. Et même 10 ans après. Voilà, donc il a marqué son passage. Et nous avons été très bien guidés et c'est avec plaisir que je le retrouve aujourd'hui. Et je pense que le contact est noué. Et à nouveau établi. À nouveau établi. Alors, concernant le procès, je l'ai suivi aussi comme tous les autres Burkinabés. Et je pense effectivement que c'est une bonne chose qu'il ait pu se tenir dans la quiétude et que le verdict quand même soit tombé. Et son Excellence Ouedraogo a dit que, bon, qu'on soit content ou pas, c'est comme ça. Je crois que c'est effectivement cette situation parce que dans un procès, on ne peut pas être à 100% satisfait. Même ceux qui s'en sortent vainqueurs, peut-être trouveront que quelque chose a manqué. N'en parlons pas de ceux qui, bon, visiblement, ont perdu. Mais je pense que personne n'a perdu parce que le droit a été dit et le droit est un élément essentiel pour le peuple. Et je pense que si ce droit-là peut toujours être dit comme il l'a été, et cela ne fera que renforcer la cohésion sociale. Le droit a été dit, estime l'ambassadeur François Oubida. C'est un procès au départ qui nourrissait beaucoup d'inquiétudes. On se demandait même si on allait pouvoir en venir à bout. Actuellement, ce procès s'est achevé. Des peines de prison ferme, des condamnations assorties de sursis et des acquittements ont été prononcés. Je vous propose, avant de poursuivre, d'écouter ici Samba Kassile Traoré de la rédaction de Burkina Info décliner en 2 minutes les principaux arrêts de ce verdict du tribunal militaire de Ouagadougou. Ce 2 septembre est un jour très spécial pour le peuple burkinabé. Car après 18 mois d'audience, le tribunal militaire a procédé aujourd'hui à la lecture des verdicts entrant dans le cadre du procès du 16 septembre de 2015. C'est vrai que le parquet militaire avait tracé les sillons de ce verdict lors de l'audience du 17 juin dernier, en requérant la perpétuité pour le général Djibril Bassolé, de même que le général Jules-Paix Diendéré, ainsi que des peines allant de 15 mois de prison à 25 ans de prison pour les autres accusés. C'est vrai que le tribunal militaire en a jugé autrement en condamnant le général Jules-Paix Diendéré à 20 ans d'emprisonnement ferme et le général Djibril Bassolé à 10 ans. Pour ce qui est des autres accusés, Sawadoro Paul, So Léonce et Ouedraogo Lassina sont mis hors de cause pour infraction non constituée. Quant au colonel Omer Bachono, Ouedraogo Isiaka, Sédou Gaston Ouedraogo, eux, ils sont acquittés. Faisal Nanema est condamné pour 3 ans de prison. Sidi Lamine Omar est condamné pour 5 ans de prison, dont 3 ans assortis de sursis. Quant à Ouedraogo Damissa, notre confrère, il s'en sort avec 5 ans de prison ferme. Mamadou Bamba, celui-là même qui a procédé à la lecture des déclarations à la télévision lors du coup d'État, s'en sort avec 10 ans de prison ferme, dont 5 ans avec sursis.
Le capitaine Abdoulaye Dao, le porte-parole du RSP lors des récents événements qui ont secoué la transition, s'en sort avec 11 ans de prison ferme. Quant à Moussa Nebiedi Rambo, celui-là même qui a procédé à l'arrestation de Michel Kafando et de Yacouba Isaac Zida, il écope d'une peine d'emprisonnement de 17 ans de prison ferme. Rappelons que le tribunal n'a pas tenu compte du fameux article 67 du Code pénal qui stipule que les faits de meurtre, coups et blessures sont des conséquences prévisibles des faits d'attentat à la sûreté de l'État. Cela stipulait que si toutefois un accusé est reconnu coupable des faits d'attentat à la sûreté de l'État, cet accusé allait être condamné automatiquement des faits de meurtre et de coups et blessures volontaires. Rappelons que depuis le début de ce procès, les avocats de la défense ont plusieurs fois lutté afin que le tribunal mette de côté ce fameux article 67. Les principaux arrêts de ce verdict, il faut noter également que l'ancien bâtonnier Mamadou Traoré est acquitté, tandis que Léonce Koné et Herman Yamiogo écopent de 5 années de prison assorties d'un sursis de 4 ans. Par ailleurs, les accusés absents, considérés comme des fugitifs, ont été jugés par contumace le lendemain, le 3 septembre dernier. 6 personnes, dont Fatoumata Diendéré Diallo, l'épouse de Gilbert Diendéré, sont condamnées à 30 ans de prison ferme. Alors, nous y sommes. Comment appréciez-vous le verdict de ce procès, Raymond Edouard Ouedraogo? Écoutez, je suis pour emprunter un néologisme bien burkinabé. Je suis tranquillos. Je ne connais pas l'auteur de cette formule. Simon Compaoré. Ah bon, c'est vous qui me l'apprenez. Ah non, mais ça, c'est une. Il faut payer le copyright à Simon Compaoré. Je ne savais pas que c'était lui. Je pensais que c'était venu d'ailleurs. Mais enfin, vous savez, moi j'habite à 2 semelles du tribunal militaire, en tout cas pendant qu'il siégeait. Mais je suis resté donc tranquillos chez moi parce que j'estime que le plus important c'est d'attendre que le tribunal travaille conséquemment et livre un verdict conséquent. Et comme je vous l'ai dit, en principe, vous savez qu'un verdict d'un tribunal, qu'il soit civil ou militaire, on ne commente pas, on ne devrait pas commenter en tout cas, les décisions de justice. Et par conséquent, ne pensez pas que je serai le premier donc à le faire. Le vin est tiré, il faut le boire. On ne commente pas les décisions de justice, certes, mais est-ce que ce verdict, pour vous, reflète le déroulé général du procès? On a quand même eu 18 mois de débat avec des suspensions, des reports. À certains moments, on a eu peur que ce procès n'aille pas à son terme. On a connu également les réquisitions qui étaient plus élevées, plus sévères. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ce verdict grandit la justice burkinabé? Non, je pense que quand il y a un procès, l'objectif final, c'est d'aboutir à un verdict. Le verdict a été prononcé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, certains en sont satisfaits, d'autres ne le sont pas. Mais toujours est-il que, je pense que l'essentiel est que le peuple soit satisfait de ce qui s'est passé, que le procès ait eu lieu, que le verdict a été prononcé et que nous repartons sur de nouvelles bases pour la construction de notre société. Je pense que c'est surtout ça l'essentiel. Ce procès s'inscrit déjà dans le passé. Ceux qui ont été condamnés vont certainement purger. Et vous savez, en la matière, qu'il y a beaucoup de procédures en matière de justice. Et beaucoup de procédures, comme l'appel. J'ajoute néanmoins, et ça n'est pas un commentaire, ça a été dit pratiquement par toute la presse. Je me permets donc de faire mienne cette vision des choses. Le président du tribunal serait resté imperturbable. Vous savez que cette qualité ne court plus les rues sous le ciel du Burkina. Donc, un homme imperturbable, ça c'est très bien, déjà pour le Burkina, indépendamment donc du fait qu'il ait présidé un tribunal. Nous avons besoin davantage d'hommes imperturbables, mais qui abattent du bon boulot pour ce pays. Qui abattent du bon boulot pour ce pays. Quelle leçon le Burkina peut justement tirer de ce procès?
Et au-delà du Burkina, quelle leçon doit tirer également l'Afrique? Non, c'est de comprendre que le pouvoir, en tout cas dans le contexte actuel, le pouvoir ne doit s'acquérir que par la voie des urnes. Et les États africains se doivent de mettre donc un point d'honneur à faire en sorte qu'effectivement ces choses, ces élections, si nous pensons que le bon pouvoir c'est celui qui sort des urnes, encore faut-il qu'au niveau des urnes, il y ait véritablement la transparence, il y ait l'équité. Tant qu'il n'y aura pas la transparence, tant qu'on continuera de faire de la politique politicienne, tant qu'on continuera de persévérer dans la corruption politique, tant qu'on continuera de gangréner véritablement les voies qui mènent vers des élections transparentes, vous ne pouvez pas empêcher que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Parce que c'est trop facile à dire. Vous savez, c'est ça. Oui, par les unes, et on sait qu'il y a des pays qui organisent des élections et qui en sortent avec des scores soviétiques. Pensez quand même que... À ce moment-là, il faut faire des coups d'État alors? Nous n'avons jamais dit ça. Vous savez que moi j'ai horreur de ce genre de choses-là parce que d'une manière générale, par mon éducation et par ma foi catholique, j'ai horreur du sang. Mais je dis simplement que véritablement, si on ne gère pas les choses correctement, coup d'État ou pas coup d'État, je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais forcément un beau jour, ce qui devrait arriver va arriver. Comme des putschs pédagogiques, par exemple? Nous avons de plus en plus de peuples qui sont éclairés, qui n'ont pas le nez percé et qui ne sont pas disposés à avaler n'importe quelle couleuvre. Donc je pense que de ce point de vue, la meilleure machine à mettre en place, c'est la bonne gestion, c'est la bonne gouvernance. Alors, travailler en amont pour qu'il y ait la bonne gestion, la bonne gouvernance, pour éviter des coups d'État, même pédagogiques ou soi-disant nécessaires, ou tout ce que vous voulez. Quel enseignement tirez-vous, François Obida, de ce procès? Non, je pense que d'abord, le procès était en soi un message fort à l'adresse des populations et les interpellant à faire en sorte que, bien sûr, la contradiction se fasse au niveau des idées plutôt que par les armes. Et donc, je crois que ce message a été entendu, mais je pense aussi qu'il faut nécessairement travailler à consolider le dialogue et puis le caractère participatif de toutes les populations et quelle qu'en soit leur situation. Et dans tout ce qui peut être décision, pour que chacun se sente burkinabé. Et je pense que c'est ça qui peut effectivement ancrer notre démocratie et consolider les acquis et faire en sorte que ce qui s'est passé c'était bien le 17 les 16 et 17 septembre 2015 ne se répète plus. Ne se répète plus, donc plus jamais ça. Espérons que ce procès travaille à nous amener à une gouvernance plus vertueuse afin qu'on évite les coups d'État. Pensez-vous, ou alors dans quelle mesure ce procès et le verdict qui le sanctionne peuvent-ils impulser, selon vous, une dynamique de réconciliation nationale dans le contexte sécuritaire et socio-politique actuel du Burkina? Raymond Edouard. Vous savez qu'il y a sans doute plusieurs pistes, mais on peut quand même imaginer qu'après ce procès, après la suite du procès qui est annoncé pour le 22 octobre prochain, ça, c'est pour examiner les membres du dernier gouvernement. Je crois savoir qu'il va s'agir de demander donc aux familles. Le procès de l'insurrection. Non, je crois qu'il s'agit de la suite du même procès parce qu'il y a des familles qui ont perdu des leurs. Ah oui, le volet civil. Voilà, ça c'est le volet donc civil qui va intervenir d'après ce qui a été annoncé le 22 octobre prochain. Si à ce niveau les choses se passent bien, si la dynamique se poursuit, on peut alors penser que véritablement nous sommes partis pour travailler véritablement à une réconciliation. Mais arrêtons le discours hypocrite. Vous ne pouvez pas parler de réconciliation avec quelqu'un qui n'a même pas eu l'élégance élémentaire de demander pardon pour ce qu'il a fait.
Or, il nous a été donné d'entendre, et en dehors du procès, et dans le procès, certains discours qui n'honorent pas du tout le Burkinabé. C'est pour cela que je vous ai dit, sur ce plateau, je pense, que nous avons des compatriotes qui ont la bouche décidément fendue au mauvais endroit. La pudeur devrait amener les gens à baisser la tête. J'ai commis ceci, vraiment ce n'est pas bien, je demande pardon. Et vous savez qu'à l'école primaire, cela nous a été appris, une faute avouée est à moitié pardonnée. Je ne peux pas comprendre que des gens continuent de dire allons à la réconciliation au forceps. Le dire aujourd'hui, le proclamer sous le ciel du Burkina, je pense honnêtement que c'est de la poudre de perlimpinpin. Ouais, mais justement, je crois que ça a été réaffirmé qu'on y va à cette réconciliation selon le triptyque vérité, justice et réconciliation. Hein, François. Ah oui. Oui, nous avons vécu cette expérience dans certains pays voisins, surtout de la sous-région. Je pense que le précurseur en la matière, c'est bien le Bénin, qui a eu cette modestie de poser carte sur table et de dire à chacun ce qu'il ne devait pas faire. Et ceux qui avaient commis des actes répréhensibles l'ont reconnu. Et bon, vous voyez le résultat à l'heure actuelle au niveau du Bénin. Bon, il y a toujours quelques soubresauts, mais c'est une démocratie que je dirais est exemplaire pour ce qui concerne notre sous-région. Donc je pense ici que nous sommes dans un processus. Nous sommes dans un processus et ce procès a été la première étape. S'en suivront d'autres étapes. Il faut que cela aboutisse effectivement à un pardon collectif, que chacun reconnaisse sa faute, qu'il demande pardon et qu'il soit pardonné, qu'on accepte de pardonner, j'allais plutôt dire. Et c'est sur cette base-là que nous pouvons effectivement retrouver notre cohésion, la cohésion qu'il nous faut pour aller vers le développement de notre société. Le Bénin, c'est quand même le quartier latin de l'Afrique. Oui, soit dit en passant. Et donc, je crois que véritablement, c'est cela. Pour danser le tango, il faut au moins être à deux. Et vous ne pouvez pas avoir à dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, pardonnez-moi, et puis c'est terminé. Avant que tu n'aies même ouvert la bouche, quand même pour demander pardon, disons que véritablement, il faut qu'on quitte ces schémas et que définitivement nous enterrions donc la hache de l'hypocrisie. La hache de l'hypocrisie, sauf que, comme vous le dites si bien, le Bénin, ces derniers temps, n'est plus considéré véritablement comme l'exemple achevé de l'école démocratique avec les dernières élections législatives qui ont été plutôt exclusives et pas du tout inclusives. Mais c'est une parenthèse Bénin, on y reviendra sans doute dans d'autres émissions. L'agenda judiciaire du Burkina, lui, il est plutôt chargé. Vous l'avez souligné tout à l'heure, il y aura d'autres procès, il y aura ce volet civil bien entendu, mais il y a aussi annoncé le procès du dernier gouvernement de l'ancien président Blaise Compaoré et celui de l'insurrection. En Afrique du Sud, on n'est pas encore à l'insurrection, mais c'est tout de même une nouvelle vague de violence xénophobe qui sévit dans ce pays. Les Noirs qui lapident, brûlent et tuent d'autres Noirs, taxés d'étrangers, et cela se passe au pays de Nelson Mandela, celui-là même qui a lutté toute sa vie pour le respect de la dignité de tout homme. Incontestablement, cela fait frémir et pose débat, d'autant que ces flambées de violence anti-immigrés lancées le 1er septembre dernier et qui ont déjà fait au moins 10 morts sont récurrentes depuis plusieurs années. Comment réagissez-vous tous les deux à cette énième session de violence xénophobe en Afrique du Sud? Je commence par vous, François Obida. Je crois que vous l'avez si bien dit, ce n'est pas la première fois. Et ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas seulement en Afrique du Sud. Hein, quand vous regardez, bon, ce n'est pas exactement la même situation, mais le sentiment anti-étranger est bien ancré en Afrique. Et vous l'avez pu constater ici, beaucoup de nos compatriotes à plusieurs reprises ont été rapatriés de pays, d'autres ressortissants africains ont été rapatriés de pays africains. Et bon, cela n'est pas bon. Cela n'est pas bon. Et bien sûr, je pense que indépendamment du fait que nous sommes africains entre nous, et je pense aussi que les peuples se caractérisent par le mouvement.
le mouvement. Autant il y a des étrangers en Afrique du Sud, autant il y a des Sud-Africains dans d'autres pays et vice-versa. Nous devons nous accepter mutuellement. Et cette philosophie, nous l'avons toujours déployée vis-à-vis des pays européens. Mais quand on constate que chez nous-mêmes, la situation est pire, alors c'est tout à fait déplorable. Et ce qui se passe en Afrique du Sud est vraiment un cas qui ne devrait plus se reproduire. Un cas grave, on se rappelle qu'en 2008 déjà, on avait compté au moins 62 morts pour les mêmes causes. Puis en 2015, 7 personnes avaient été tuées lors des pillages visant des commerces tenus par des étrangers à Johannesburg et à Durban. Raymond-Édouard Uruago, qu'est-ce qui explique selon vous cette xénophobie, ce sentiment qui continue de faire rage en Afrique du Sud? Je suis tenté de prendre un seul mot. Un seul pour caractériser ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud, c'est de l'ignominie. Je suis de ceux-là qui pensent que c'est pratiquement de la seconde mort du président Nelson Mandela qu'il s'agit. Ceux-là qui se livrent à ce genre d'actes, ceux-là qui commanditent ou qui, de façon silencieuse, observent et apparemment ne font pas grand-chose, sont tout aussi coupables. Et le président Nelson Mandela doit certainement se retourner tristement dans sa tombe. Parce que voyez-vous, le président, son Excellence Cyril Ramaphosa, qui a été quand même une grosse icône de l'ANC, qui a quitté le parti à un moment donné pour aller dans le business, et Dieu seul sait qu'il a réussi. Il est quand même riche en dizaines, voire en centaines de millions, pas de CFA, de dollars. Donc il est devenu un homme riche. Donc c'est un homme d'affaires qui est parvenu au pouvoir, tout comme d'autres Burkinabés aussi l'ont fait en leur temps, en se disant que probablement on ne va pas sur ce terrain si on n'a pas le pactole. Bon, encore faut-il avoir ce pactole-là de façon digne. Pour conquérir la présidence encore, non, mais je ne sais pas. Mais peut-être qu'en étant déjà un homme d'affaires assez riche, une fois arrivé au palais, il peut ne pas être tenté de mettre la main donc dans le cambouis. Mais pourtant, les affaires et la politique ne font pas toujours bon ménage. Naturellement, surtout si vous passez des affaires à l'affairisme. Parce qu'un président affairiste, il est capable de conduire son peuple en enfer. Parce que c'est ça. Il y a un membre de l'exécutif sud-africain qui aurait déclaré que de toute façon, ce qui se passe, ce n'est pas de la xénophobie, parce que véritablement, il y aurait des villes en Afrique du Sud où l'on pourrait compter 80% d'étrangers. Pensez que je ne suis pas d'un nanisme intellectuel pour croire que cela ce soit vrai. J'attends la preuve de ce qu'il existerait effectivement en Afrique du Sud, des villes où il y aurait 80% d'étrangers. Vous savez, c'est quand même malheureux. Et je suis de ceux qui sont surpris que le président Ramaphosa lui-même, jusque-là, ne se soit pas adressé de la manière qu'il faut à la nation sud-africaine entière pour dire « Oh là, il faut arrêter tout ce qui se passe sur le terrain ». Et vous voyez quelqu'un comme le truculent Malema, Julius Malema, pour parler de ce jeune qui a grandi au sein de l'ANC, mais qui l'a quitté et qui parfois d'ailleurs a été un peu excessif. Mais Julius Malema a dit c'est une honte pour l'Afrique du Sud qui a tant bénéficié du concours des peuples d'Afrique, principalement d'Afrique noire, et qui aujourd'hui paie à monnaie de singe les ressortissants des pays d'Afrique noire qui sont en Afrique du Sud. Notre vision, notre sentiment, c'est que cette bagarre-là devrait être dirigée, devrait être orientée vers d'autres personnes éventuellement, mais surtout pas les Africains noirs. C'est une fuite en avant. Non, même pas vers d'autres personnes. Il n'y a pas de bagarre à avoir. De toute façon, 25 années après la fin de l'apartheid, on évoque le fort taux de chômage de l'Afrique du Sud.
de l'ordre de 29%, alors que le pays est tout de même la première puissance industrielle du continent. N'est-ce pas aussi un paradoxe, François Obida? Absolument, c'est un paradoxe. Je crois que c'est certainement un problème de gouvernance aussi. Et ce pays est sorti d'une lutte armée qui a duré plusieurs années. Et il y a eu beaucoup d'habitudes. Et je pense que le gouvernement, tout gouvernement qui arrive dans ce pays, au pouvoir dans ce pays, devrait tenir compte de ça et élaborer une politique par laquelle il peut mieux rassembler ce peuple-là. Parce que vous voyez, même parmi les Sud-Africains, il y a ce type de violence-là. N'en parlons pas à l'égard des étrangers. Et certainement, bon, la plupart de ces gens qui sont dans la rue à l'heure actuelle ont été, j'allais dire, arrosés par cette violence qu'on connaissait sous le couvert de la lutte de l'ANC. Et ça, ce sont des éléments pour lesquels les gouvernements devraient, avec le temps, essayer de régulariser de manière à ce que les efforts soient focalisés vers le développement, vers l'acceptation de l'autre et vers la coopération avec les autres pays africains et le reste du monde. Justement, vous pointez un peu là le rôle des responsables gouvernementaux, mais ces responsables ont une responsabilité pleine et entière dans cette situation, du moins en tout cas selon Amnesty International qui estime que cette nouvelle vague de violence est le résultat, et là je cite Amnesty International, d'années d'impunité pour les crimes xénophobes perpétrés ces dernières années dans le pays. Alors, ces crimes, ces crimes xénophobes existent depuis 2008, ça fait quand même plus de 10 ans maintenant. Est-ce qu'on a essayé de canaliser cette situation, de mettre le haut là au moment où il le fallait? Non, l'ambassadeur Ouedraogo l'a dit tout à l'heure, quand il y a un déni des faits, si le gouvernement lui-même estime qu'il n'y a pas de xénophobie, alors bon, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des actions. La justice, même si elle veut s'en saisir, je pense, n'aura pas les mains libres pour le faire. Non, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, il faut que des dispositions soient prises pour mettre fin à ce genre de comportement-là. Des dispositions soient prises. Vous parlez donc du gouvernement. Il est dirigé par un président, Cyril Ramaphosa. Et Raymond Edouard Ouedraogo l'a souligné tout à l'heure. Au début, on ne l'entendait pas du tout. Finalement, il est sorti de sa torpeur pour condamner ces agressions à travers une vidéo sur Twitter, si je ne m'abuse. Et pour lui, je cite, les attaques visant les commerçants étrangers sont totalement inacceptables. Je veux que cela cesse immédiatement. Fin de citation. Oui, mais vous savez que la difficulté dans ce cas de figure, c'est que vous êtes un chef d'État. Vous savez qu'il y a une aggravation de la situation sociale sur le terrain. Vous n'avez pas besoin d'attendre véritablement que quelqu'un vienne descendre de Jupiter pour vous dire c'est le moment de parler. Véritablement, c'est ça. Donc, voilà pourquoi ça laisse, même s'il y a eu une intervention à la télévision, enfin sur Twitter, ça laisse un goût inachevé. Voilà. Gouverner, c'est prévoir. Et lorsque l'on est en face d'une situation comme ça, l'instinct de la fonction oblige à réagir, surtout lorsqu'il s'agit d'une situation catastrophique. Vous n'avez pas besoin en ce moment-là d'aller regarder dans une bulle pour voir ce qui se passe avant de savoir ce qu'il faut dire. Un chef d'État est un chef d'État. Point barre. Un chef d'État est un chef d'État et d'ailleurs des mesures de représailles s'en sont suivies, notamment au Nigeria où des intérêts sud-africains ont été pris à partie. Alors vous êtes tous les deux des diplomates. Quel rôle joue la diplomatie dans des cas comme ceux-là? Je crois que, bon, comme on l'a dit, leçon n'a pas été tirée de ce qui s'est passé en 2008, encore moins en 2015. Et dès lors que cette situation-là a prévalu, il fallait que nos dirigeants même se penchent sur cette situation. Et c'est un problème même encore d'actualité parce que, bon, comme je l'ai dit, vous voyez, des ressortissants africains sont expulsés d'autres pays pour lesquels même, bon, par exemple, quand vous regardez au sein de la CEDEAO où il y a la liberté de circulation a été codifiée,
et qu'on expulse un Burkinabé d'un autre pays. Mais cela, est un véritable problème que les gouvernants devraient prendre à bras le corps. Et je pense que tant qu'on ne le fera pas, certainement ces situations-là vont se répéter. Ces situations vont se répéter. Oui. Vous savez, la diplomatie, moi je m'honore d'en avoir appris un peu, mais laissez-moi vous dire que, pour paraphraser un chanteur contemporain, qui est très bien suivi d'ailleurs, tout change, tout évolue, et il me semble que lorsque vous êtes, par exemple, en poste en tant qu'ambassadeur du Burkina, comme l'a été son Excellence Oubda, comme je l'ai été aussi à une autre époque, vous êtes le représentant personnel du chef de l'État. Donc le premier diplomate dans le pays, c'est le chef de l'État lui-même. Et je ne sais pas si vous suivez comme d'autres le discours que tient le président du Rwanda lorsqu'il rencontre ses pairs occidentaux. Il leur dit une chose qu'on aimerait parfois entendre. Parce que c'est cela aussi, la diplomatie, ça doit évoluer. Ça n'est pas, me semble-t-il, la diplomatie, ce n'est pas du sparadrap usagé. C'est ça aussi, la réalité. Ouais. C'est ça la réalité. Il va falloir donc se bouger. L'Union africaine doit réagir. L'Union africaine doit pouvoir faire quelque chose pour mettre le haut là. J'espère que les uns et les autres en prendront conscience, parce que des Africains qui s'en prennent à des Africains sur le sol africain, il y a de quoi plomber les ailes de l'unité africaine. De quoi plomber les ailes de l'unité africaine, mais l'Afrique, elle ne se gêne pas pour fendre les airs et se retrouver aux quatre coins du continent. La 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, s'est d'ailleurs tenue du 28 au 30 août dernier à Yokohama, c'est au Japon. Une conférence qui ambitionne, si l'on en croit d'ailleurs le thème de cette année, de faire, et je cite, « progresser le développement de l'Afrique en recourant au peuple, à la technologie et à l'innovation ». Fin de citation. Diriez-vous, François Oubida, que ce thème constitue en lui-même l'ADN de cette rencontre initiée depuis 1993? Absolument. Et je pense que ce thème vient en complément au thème qui a été développé lors de la TICAD précédente qui s'est tenue à Nairobi en 2016. Il s'agissait de mettre en contact les populations, les peuples japonais, peuples africains, et de faire en sorte que le Japon puisse partager avec l'Afrique son savoir-faire, sa technologie, et qu'il permette aux Africains d'innover dans ce dont ils sont capables de produire pour le bien-être de la population. Donc je crois que cette question de peuple, technologie, innovation constitue un continuum de ce qui a été fait à Nairobi. Et à Nairobi, justement, le rendez-vous était tout d'abord quinquennal jusqu'en 2013. Ce rendez-vous se tient désormais tous les 3 ans. L'Afrique a même abrité, vous le soulignez, la toute première édition sur cette terre en 2016. C'était à Nairobi, au Kenya. Après la 7e édition qui vient de se tenir à Yokohama, j'apprends que le Bénin est candidat pour abriter la 8e TICAD en 2022. Comment jugez-vous, Raymond-Édouard Ouédraogo, cette africanisation du TICAD qui ne serait plus TICAD sans le thé de Tokyo? Non, parce que il faut être sérieux, parce que nous avons un problème de sémantique. TICAD, Tokyo International Conference on African Development, conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Exactement. Je trouve même que cette année, on s'est déplacé dans la banlieue de Tokyo en allant à Yokohama. Ça devient la conférence internationale de Yokohama. Non. C'est un problème de sémantique. Cette conférence-là, telle qu'elle s'est voulue, ne peut se tenir qu'à Tokyo. Autrement dit, il faut la reformuler pour qu'on sache véritablement où on va. Vous savez, j'ai eu le privilège de transmettre une invitation à son Excellence, Monsieur le Président Blaise Compaoré, en 1993 pour la première conférence, parce que visiblement, nos amis japonais y tenaient. Donc la conférence a eu lieu, et par la suite, elle a connu les péripéties que vous avez décrites. Mais si l'on s'en tient à l'agenda initial, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les choses
devrait avoir évolué de façon remarquable. Et dans les années 2000, il y a eu donc cette rencontre-là que les diplomates africains ont eue avec le ministère des Affaires étrangères, le Gaimusho, un japonais, au cours de laquelle, justement, on avait déjà annoncé cette intention de pouvoir organiser la conférence au niveau de l'Afrique. Sur le continent africain. Oui, et nous sommes de ceux-là qui, à l'époque, bien sûr, dans des formules très enveloppées mais directes, s'étaient inquiétés de ce que deviendrait cette conférence une fois qu'elle se tiendrait en Afrique. Parce que nous venions d'un pays qui s'appelle le Burkina et qui a son CIAO, qui a son FESPACO. Alors, je ne sais pas si on peut organiser le FESPACO au Japon. C'est une question de sémantique et je vois les choses comme ça. Donc, et véritablement, parfois, la forme peut déranger le fond. Vous voyez? Je ne sais pas si aujourd'hui, les fleurs, les fruits de la TICAD correspondent la promesse des fleurs. Je n'en sais absolument rien. Mais disons qu'il faut prendre le temps de regarder de près, parce que lorsque vous replongez, vous regardez dans nos casiers, vous revisitez nos agendas d'Arusha en Tanzanie, vous revisitez ce qui a été fait au niveau donc, de l'Union africaine, nous avons véritablement bâti une véritable forteresse. C'est-à-dire que nous avons une infrastructure intellectuelle qui permet véritablement d'arriver à des conclusions heureuses pour le développement de l'Afrique. Bon, en lieu et place de certains, permettez-moi le terme, c'est pas si péjoratif que ça, en lieu et terme de ces Gangyoba qu'on utilise périodiquement ça et là, et ça ne concerne pas seulement que la TICAD, ça concerne absolument d'autres choses. Vous parlez de Djanjoba, je ne sais pas si on parle de la même chose, mais l'Afrique participe à plusieurs rendez-vous de ce type, notamment avec la République populaire de Chine, avec l'Inde, avec la Russie, avec la France. Alors finalement, comment on s'en sort dans tout ce fouillis et qu'est-ce que ces rendez-vous apportent de façon concrète au continent africain, François Obida? Je crois qu'il faut se dire qu'il y a foisonnement de ces rendez-vous. Et si je dois le monter un peu dans l'histoire, je peux rappeler que la TICAD a été conçue comme un appel à la communauté internationale à ne pas laisser tomber l'Afrique, parce qu'il y avait un afro-pessimisme dans les années 80 à 90, dont le Japon a surgi comme un pays qui prenait les devants pour remobiliser la communauté internationale en faveur de l'Afrique. Et à la suite de la TICAD, beaucoup d'autres pays sont rentrés dans le jeu pour organiser aussi leurs conférences. Et l'objectif final étant de mettre chacun ce qu'il peut à disposition de l'Afrique pour ses politiques de développement en faveur de ses populations. Et cela va sans dire qu'il y a foisonnement et qu'il fallait réorganiser cela. Au niveau de l'Union africaine, les chefs d'État ont pris une décision par laquelle ils ont instruit la commission d'étudier la situation et de faire des propositions pour une gestion rationalisée. Et cela a été fait. Ils ont même adopté les conclusions des rapports qui ont été élaborés en la matière. Et c'est ça qui explique un peu pourquoi la périodicité même de la TICAD a changé. Et cela... Au lieu de 5 ans, c'est passé à 3 ans. C'est devenu 3 ans parce que les Africains, les chefs d'État ont estimé qu'il devait y avoir un partenariat équitable. Il ne faut pas que 54 chefs d'État et de gouvernement se retrouvent tous les 5 ans au Japon et que le Japon ne vienne jamais en Afrique. C'était une question de principe. Ils l'ont posé et les Japonais ont fini par accepter. Mais pour eux aussi, la TICAD était une occasion de mobiliser le peuple japonais, les efforts du peuple japonais, la richesse du peuple japonais en faveur de l'Afrique. Et tenir des TICAD
alternativement, tous les 5 ans, au Japon et en Afrique posait problème parce que la TICAD reviendrait au Japon tous les 10 ans. C'est ça. C'est pour ça que le gouvernement du Japon a tenu à ce que ce soit 3 3 ans, ans, de manière à ce que ça revienne chaque 6 ans. Mais quand Donc, vous dites mobiliser les moyens du Japon pour venir en aide à l'Afrique, il n'y a pas que de l'altruisme ou de la philanthropie dans cette affaire. Il y a beaucoup plus aussi une question d'intérêt. Non, non, absolument. Parce que quand on parle d'investissement, il n'y a pas de bons investissements sans retour sur les investissements. Non, je vais dire tout simplement que l'idée était bonne parce que nous-mêmes, au niveau de l'Afrique, nous avions estimé que l'aide publique au développement n'a pas beaucoup apporté ce que nous attendions. Il fallait des investissements structurants pour faire en sorte que l'Afrique puisse produire comme les autres, ajouter de la valeur à ses produits de manière à asseoir de véritables bases de développement. Et je crois que vous avez vu également au niveau de l'Union africaine qu'il y a eu l'agenda 2063 qui a été mis en place. Et cela à la suite de ce qui a été fait au niveau des Nations Unies et avec les objectifs du millénaire pour le développement et puis alors comment ça s'appelle encore les objectifs du développement durable, oui, les ODD, voilà, qui ont été adoptés. Donc, il fallait qu'il y ait une certaine harmonie entre l'Union africaine, les structures internationales et puis les pays. Et c'est ça qui a amené les chefs d'État à vouloir prendre en main la gestion de ces différents partenariats-là. Et c'est ce qui a été à la base du rapport qu'ils ont demandé. Et le rapport leur a permis donc de faire en sorte que ces partenariats-là deviennent un complément pour le travail que l'Afrique fait au niveau de l'Union africaine, et à savoir l'élaboration des différentes politiques agricoles et autres. Il faut que cela s'inscrive, ce que les partenaires apportent s'inscrivent dans cette logique-là. Alors, donc c'est un peu ça la différence. Si on vous suit, ça veut dire qu'il y a un besoin de coordination, mais est-ce que ce besoin est véritablement, est-ce qu'on le sent véritablement? On a la CICAD, on a la Chine-Afrique, on a Inde-Afrique et tout ça. L'Afrique a-t-elle vraiment besoin de tous ces forats-là pour se développer? Oui, c'est ça. Et je pense que même concernant la TICAD, il faut dire qu'en réalité, sur le terrain, nous avions déjà deux choses. Nous avions le Commonwealth. Bon, puis nous avions aussi son pendant de l'autre côté, et d'une manière générale. Donc des choses qui se faisaient quand même sur le terrain. Et la grosse question du moment, c'est avec tous ces moyens qu'on mobilise. Parce que quand on parle du Japon, et son excellence et moi-même en savons quelque chose, les Japonais qui sont gentils, ne sont pas d'une gentillesse infinie. Quand on mobilise de grands moyens comme cela, pour aller là-bas, avec les longues suites présidentielles et puis tout ça, je ne sais pas si ce genre d'image véritablement passe dans l'opinion. Je peux vous dire qu'il y a un chef d'État africain qui avait débarqué dans les années 2000 avec un Boeing 747 et un autre appareil, donc une suite d'environ, de plus de 100 personnes, et avait réquisitionné pratiquement un hôtel entier. Je ne sais pas si ce genre d'image-là, ça passe. Bon, mais alors, si on veut limiter ce folklore, cette démarche, il serait bien possible que et les Japonais, et les Chinois, et les Indiens, et les Russes essayent de trouver une formule beaucoup mieux adaptée en venant au sommet de l'Union africaine, sommet au cours duquel beaucoup de choses pourraient être faites, en permettant aussi de réduire les charges, les dépenses liées donc à tous ces gigantismes sommétiques entre guillemets. Bon, donc la réflexion est là. Est-ce qu'on va continuer à ce rythme-là? Je n'en sais absolument rien, mais je suis de ceux-là dont la vision est qu'on devrait trouver une formule beaucoup mieux adaptée qui permette aux Africains de ne pas aller dépenser le peu qu'ils devraient quand même consacrer au développement de l'Afrique, parce que visiblement, j'ai écouté un intellectuel kenyan de haut vol, qui a même trouvé que, véritablement, ça faisait un peu pitié qu'on nous voit toujours courir après les autres
pour quémander Pitance. Et vous parlez en effet de Makau Moutaou, qui est donc le président du conseil d'administration de la Commission kenyane des droits de l'homme, qui estime que l'Afrique doit arrêter, je cite, ces réunions de mendicité. Fin de citation. Je trouve que c'est une honte pour le continent de se déporter ainsi chaque fois vers les autres continents. Êtes-vous de cet avis, François Oubina? Personne ne mendie de gaieté de cœur. Et je pense que la coopération internationale est en quelque sorte un partage des problèmes. Et autant les autres nous apportent de l'argent ou souvent des biens matériels pour régler nos problèmes ponctuels, autant nous leur apportons également dans d'autres domaines qui contribuent à la paix et à la sécurité internationale. Donc la diplomatie doit prévaloir, la coopération doit prévaloir. Maintenant, comment faire en sorte que il y ait une synergie d'objectifs vers lesquels tout le monde peut tendre et qui puisse contribuer à la paix, à la sécurité internationale, au développement, à l'élimination, à l'éradication, comme on le dit, de la pauvreté dans le monde et à l'éradication de la violence, de tout ce qui fait en sorte que nos peuples, dans leur chair, souffrent au quotidien. En tout cas, l'équation est posée, mais elle ne dépend pas que de l'Afrique. Tous ces pays sont en concurrence sur le terrain africain. Je vois mal comment ils accepteraient de se mettre ensemble pour évaluer les priorités, peut-être région par région. En tout cas, le Japon, lui, promet une aide de plus de 40 000 $ au Nigeria pour lutter contre la piraterie au large du golfe de Guinée. Ensuite, la Côte d'Ivoire sort de cette réunion-là avec un accord pour la construction de véhicules Toyota donc à Abidjan. Ces réunions apportent donc beaucoup aux uns et aux autres. Même le Burkina Faso en a tiré satisfaction à la TICAC 7, selon un communiqué de la direction de la communication de la présidence du Faso. Le soutien nippon aux actions de développement des pays africains se basera sur 3 piliers essentiels. Il s'agit notamment, précise le communiqué, il s'agit donc notamment, et je cite, de la poursuite de la transformation économique de l'Afrique, de la création d'une société résiliente, de la paix et de la sécurité. Très rapidement, en 30 secondes, vous dites « chiche, super bien ». Oui, et pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, vous savez, le plus grand projet japonais en Afrique de l'Ouest concerne l'anneau de croissance de l'Afrique de l'Ouest, qui est un anneau par lequel le Japon ambitionne de soutenir les efforts de développement des pays africains, comme de l'Afrique de l'Ouest, et à travers des axes de développement. Et le Burkina tire une grande satisfaction de cette décision-là parce que sur les 4 axes qui ont été définis, 3 partent de Ouagadougou. 3 partent de Ouagadougou. Donc on a des potentialités, mais il faut encore discuter avec responsabilité. Raymond Edouard Ouedraogo, chiche, super bien. Écoutez, je suis instituteur, vous me demandez de noter un devoir. Je prends le temps de l'observer et j'écris au bic rouge, peut faire mieux. Peut mieux faire. Peut mieux faire, donc, mesdames, messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 82 qui recevait pour vous François Oubida. Il est ancien ambassadeur du Burkina au Japon. Merci François Oubida d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir pour moi. Également sur Périscope aujourd'hui, Raymond Edouard Ouedraogo, ancien ambassadeur du Burkina au Japon, mais également en Chine. Merci Raymond Edouard Ouedraogo pour votre constante sollicitude et votre fidélité à ce rendez-vous. Et journaliste de formation, voilà, vous savez que c'est ça, hein, je ne peux arrêter de le dire. Le seul métier où à 105 ans, vous pourrez toujours mourir tranquillos. Et jeune. Et jeune. Tranquillos et jeune, dit Raymond Edouard Ouedraogo. Ce numéro de Périscope est réalisé par Clarisse Benao, soutenu par toute l'équipe technique et de production de Burkina Info. Mes invités et moi avons été maquillés par Samiratou Ouedraogo. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à ce rendez-vous de Burkina Info. Et n'oublions pas de prendre soin les uns des autres.
Surtout en ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie. Et je vous le répète chaque semaine, toutes les manifestations de solidarité constituent pour nous une victoire. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.